Chapitre 3. Histoire du patriarcat et du matriarcat. Berceau méridional, berceau nordique et zone de confluence. Il ne s'agit pas à proprement parler de résumer, même brièvement, l'histoire des trois berceaux. Ceci ne présenterait guère d'intérêt pour le but poursuivi. La méthode qui sera appliquée consiste à choisir dans chaque berceau les faits historiques, saillants, de nature à prouver que celui-ci est bien caractéristique de tel ou tel système. Berceau méridional. On limitera son étude à l'Afrique pour circonscrire le sujet à des faits probants. En effet, l'Afrique est le continent méridional qui est le moins transformé par les influences extérieures. La pénétration arabe a été arrêtée vers le sud par la forêt à cause de la mouche tétée, qui tue les chevaux. Les premières expéditions qui aient atteint le cœur de l'Afrique, celles de Livingstone et de Stanley, sont postérieures à 1850. Éthiopie. Il s'agit de l'Éthiopie décrite par Hérodote et Diodore, de Sicile, et dont la capitale antique, Méroé, située près du confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu, a été découverte par Cailliaud sous la Restauration. Son emplacement correspond approximativement au Soudan actuel. On l'appela aussi Nubie et pays de Sénar. L'Éthiopie actuelle, dont la capitale est Aksum, n'en était qu'une province périphérique. L'Éthiopie est le premier pays du monde qui fut gouverné par une reine. Après l'Égypte qui connut Anteptou à la 18e dynastie et dont le règne sera étudié au chapitre 6. Il y eut d'abord la reine semi-légendaire de Saba, contemporaine de Salomon, roi des Hébreux, vers l'an 1000. Nous avons très peu de documents concernant son règne et sa vie. Un passage laconique de la Bible nous apprend qu'elle a rendu visite à Salomon, dont on lui avait vanté la sagesse, qu'elle lui a apporté des présents. La visite n'a pas duré longtemps. À peine quelques jours et la reine repartit vers ses états chargés de cadeaux offerts par Salomon. Aucun document historique ne permet d'affirmer son mariage avec Salomon. La Bible n'y fait même pas allusion. Les historiens se demandent parfois si elle a régné en Éthiopie, proprement dite, ou en Arabie heureuse qui serait alors le véritable pays de Saba. Mais jusqu'à la naissance de Mohammed, l'Arabie méridionale est inséparable de l'Éthiopie. Leur destinée historique fut commune. La suzeraineté de l'Éthiopie sur l'Arabie fut à peine interrompue par moments. Elle est attestée par un verset du Coran intitulé « Les éléphants ». Mohammed y raconte comment l'armée éthiopienne, envoyée du continent africain pour aller réprimer une révolte des Arabes du Yémen contre le gouvernement éthiopien Abraha, fut détruite par les messagers du ciel, bien que forte de 40 000 hommes. Chaque soldat reçut alors au sommet de son casque un projectile miraculeux qui le traversa de part et d'autre avec sa monture. On admet communément que l'armée éthiopienne a dû être détruite par une tempête de sable ou une épidémie de peste qui se serait déclarée en cours de route. Il apparaît donc d'après les minces documents historiques que nous possédons que c'est davantage à l'Éthiopie et non à l'Arabie sabéenne qu'il faut rattacher la reine de Saba. Quoi qu'il en soit, il est notable qu'au premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire à une époque qui se situe entre la guerre de Troie et Homère, les pays méridionaux pouvaient déjà être gouvernés par des femmes. Le règne de la reine Candace fut véritablement historique. Elle est contemporaine de César Auguste à l'apogée de sa gloire. Celui-ci, après avoir conquis l'Égypte, poussa ses armées à travers le désert de Nubie jusqu'aux frontières de l'Éthiopie. D'après Strabon, elle était commandée par le général Pétrone. La reine prit elle-même le commandement de son armée. À la tête de ses troupes, elle chargea les soldats romains comme le fera plus tard Jeanne d'Arc contre l'armée anglaise.
La perte d'un œil au combat ne fit que redoubler son courage. Cette résistance héroïque impressionna toute l'antique classique, non pas parce que la reine était une négresse, mais parce qu'il s'agissait d'une femme. On n'était pas encore habitué dans le monde indo-européen à l'idée d'une femme jouant un rôle politique et social. Strabon rapporta que César Auguste, qui se reposait alors sur une île de la Méditerranée, à Rhodes, donna satisfaction en entière à la délégation que la reine lui avait demandée. Cette résistance glorieuse est restée dans la mémoire des Soudanais. Le prestige de Candace fut tel que toutes les reines postérieures ont porté génériquement le même nom. Hérodote rapporte que les Éthiopiens macrobiens sont les plus beaux et les plus grands de tous les hommes. Ils sont doués d'une santé à toute épreuve. En leur appliquant le qualificatif de macrobiens, il veut faire allusion à leur longévité. Le roi était choisi parmi les plus forts. L'abondance des ressources alimentaires y est symbolisée par ce qu'Hérodote et la légende appellent la table du soleil. La nuit, des émissaires du roi déposent discrètement une quantité de viande bien cuite sur un gazon réservé à cet usage. Au lever du soleil, n'importe quel ressortissant du peuple peut venir profiter de cette nourriture offerte gratuitement et anonymement. Les prisonniers étaient retenus par des chaînes d'or. On comprend les raisons matérielles qui retenaient les Éthiopiens dans leur berceau et les empêchaient de devenir des conquérants. En effet, toujours d'après Hérodote, lorsque Cambyse conquit l'Égypte, il voulut traverser le désert de Nubie, mais faillit y laisser la vie. Il envoya alors des Éthiopiens comme espions auprès du roi. Celui-ci éventa le complot et fit la morale à Cambyse par l'intermédiaire de ses agents dans les termes suivants. Dites au roi des Perses qu'Amon n'a pas mis dans le cœur des Éthiopiens le dessein d'aller conquérir des terres étrangères, mais qu'il se garde bien de venir les attaquer tant qu'il ne pourra pas bander cet arc. D'après le même auteur, le respect de la personnalité était tel que lorsqu'un Nubien était condamné à mort, on lui donnait l'ordre de se supprimer tout seul chez lui. Si alors il cherchait à quitter secrètement le pays, Hérodote rapporta que c'est sa propre mère qui le surveillait et se chargeait de le mettre à mort avant qu'il ait pu exécuter son projet. Bien sûr, la condamnation était justifiée par un crime contre l'humanité et la société, et c'est la raison qui obligeait la mère et jamais le père qui semble n'y avoir pas droit à supprimer son fils. Tous ces récits plus ou moins semi-légendaires, rapportés par Hérodote, ne sont importants que dans la mesure où ils reflètent malgré tout les mœurs et coutumes en usage dans le pays à l'époque de l'auteur. S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait pas pu les inventer de toutes pièces.